Je m'appelle Clifford. J'ai 32 ans et j'ai bâti ma carrière d'ingénieur logiciel à Boston grâce à un travail acharné et à ma détermination, malgré le fait que je vienne d'une famille riche. J'ai toujours cru que gagner sa vie rendait le succès plus doux. Cette philosophie a été mise à l'épreuve lorsque ma sœur adolescente Amanda m'a envoyé un SMS « Envoie-moi $3000 pour le bal de promo ». Ma réponse « Gagne-le toi-même ». Je ne savais pas que ces 3 mots déclencheraient un tremblement de terre familial qui me forcerait à choisir entre mes principes et ma place dans la famille. Avant de vous raconter comment ce drame familial s'est déroulé, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà eu affaire à des proches qui se croient tout permis. J'ai grandi à Highland Park, une banlieue aisée au nord de Chicago, dans une maison coloniale de 5 chambres avec des pelouses impeccables et un garage pour 3 voitures. Mes parents, Robert et Diana, ont bâti une chaîne prospère de magasins de meubles haut de gamme à travers le Midwest. Leur sens des affaires n'avait d'égal que leurs habitudes de dépenses. Voitures de luxe, vêtements de marque et vacances somptueuses étaient la norme dans notre foyer. L'argent n'était jamais abordé comme quelque chose de rare, mais plutôt comme quelque chose qui coulait naturellement lorsque l'on réussissait, comme mes parents. Dès mon plus jeune âge, j'ai remarqué à quel point ma sœur Amanda et moi abordions différemment notre vie privilégiée. Amanda, maintenant âgée de 18 ans, a embrassé ce style de vie de tout son cœur. En tant que Benjamine de la famille, elle était gâtée au-delà de toute raison. Quand elle avait 6 ans, elle voulait des cours de ballet. Alors, mes parents ont embauché une ancienne danseuse étoile du Chicago Ballet pour lui donner des cours privés. Quand elle avait 12 ans, elle a mentionné aimer une certaine pop star, et mon père a réussi d'une manière ou d'une autre à obtenir des passes en coulisses et une rencontre privée. Son 16e anniversaire a été marqué par une fête qui a coûté plus cher que certains mariages, avec une piste de danse temporaire installée dans notre jardin et une performance d'un DJ bien connu. J'étais différent. Même enfant, je me sentais mal à l'aise quand les choses m'étaient simplement données. Je me souviens qu'à 10 ans, je voulais un nouveau vélo. Au lieu de simplement le demander, j'ai négocié avec mon père pour le gagner en faisant des tâches ménagères pendant un mois. La fierté que je ressentais en conduisant ce vélo était incomparable parce que je savais que je l'avais gagné, même à ma manière enfantine. Ce schéma a continué tout au long de mon adolescence. Alors qu'Amanda s'attendait à recevoir et recevait des vêtements de marque sans poser de questions, j'ai trouvé un emploi à 16 ans dans une librairie locale, utilisant mes gains pour acheter mes propres vêtements et économiser pour l'université. Mes parents trouvaient ce comportement déroutant et parfois même insultant. Pourquoi travailles-tu dans ce magasin pour le salaire minimum alors que nous pouvons te donner une allocation 3 fois supérieure? Ma mère me demandait, sincèrement confuse. Parce que ça fait du bien de gagner mon propre argent, je répondais, ce qui entraînait généralement un haussement de sourcils ou un geste de la main dédaigneux. Lorsque vint le moment de l'université, mes parents s'attendaient pleinement à tout payer. Ils avaient mis en place des fonds fiduciaires généreux pour Amanda et moi des années auparavant. Je les ai surpris en postulant à des bourses d'études et en contractant des prêts étudiants modestes pour mes études au MIT. J'ai également travaillé à temps partiel dans le laboratoire informatique du campus pour couvrir mes dépenses personnelles. C'est complètement inutile, a déclaré mon père lors d'un appel téléphonique ou ma 2e année. Tu te compliques inutilement la vie. Ce fonds fiduciaire est ton argent. J'apprécie le fonds fiduciaire, papa, mais je veux faire ça à ma manière, ai-je insisté. Ces conversations sont devenues une caractéristique régulière de notre relation. Alors que mes camarades de classe au MIT stressaient à cause des dettes étudiantes, je savais que j'avais un filet de sécurité financier que j'avais choisi de ne pas utiliser. Certains pourraient appeler ça de l'entêtement privilégié. Et peut-être y a-t-il une part de vérité là-dedans. Mais pour moi, il s'agissait d'établir mon identité en dehors de la richesse de ma famille. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention en informatique, j'ai reçu plusieurs offres d'emploi de sociétés technologiques prestigieuses. Mes parents s'attendaient à ce que j'accepte le poste le mieux rémunéré dans une grande entreprise à Chicago, ce qui m'aurait permis de rester près de chez moi. Au lieu de cela, j'ai choisi une start-up prometteuse à Boston, suffisamment loin de la sphère d'influence de ma famille pour construire ma propre vie. Le déménagement à Boston a marqué un changement définitif dans la dynamique de notre famille. Bien que je rentre chez moi pour les grandes vacances, je me suis construit une vie modeste mais confortable. J'ai loué un bel appartement d'une chambre à Cambridge, je conduisais une berline pratique de milieu de gamme et je vivais bien en dessous de mes moyens malgré mon généreux salaire dans la technologie. J'épargnais de manière agressive et j'investissais judicieusement, accumulant lentement ma propre richesse par le travail plutôt que par l'héritage.
Mes choix de style de vie sont devenus une source constante de friction lors des réunions de famille. Ma mère ne pouvait pas comprendre pourquoi je n'achèterais pas un condo de luxe alors que je pouvais facilement me le permettre avec l'argent de la famille. Mon père pensait que ma Honda fiable était indigne de notre statut. Amanda, observant tout cela, a simplement conclu que j'étais bizarre et inutilement difficile. Nos appels vidéo familiaux hebdomadaires se transformaient de plus en plus en interventions sur ma phase d'indépendance financière, comme il l'appelait. Il considérait ma détermination à tracer ma propre voie comme une sorte de rébellion ou de problème psychologique plutôt qu'un choix de vie légitime. « Quand vas-tu arrêter ça, Clifford ?» Mon père a demandé lors d'un appel particulièrement tendu le dernier Thanksgiving. « Tu agis comme si nous avions fait quelque chose de mal en subvenant à tes besoins. » « Il ne s'agit pas de ce que tu as fait de mal, papa, ai-je essayé d'expliquer. Il s'agit de ce que je dois faire de bien pour moi-même. » Ces conversations ne se sont jamais terminées de manière satisfaisante. Mes parents ne pouvaient pas comprendre pourquoi quelqu'un choisirait de gagner quelque chose alors qu'on pouvait simplement le lui donner. Pendant ce temps, ma relation avec Amanda devenait de plus en plus tendue. Quand elle était plus jeune, nous étions proches. Je lui ai appris à faire du vélo, je l'ai aidée avec ses devoirs et j'étais son confident quand elle avait des problèmes d'amis à l'école. Mais à mesure qu'elle entrait dans l'adolescence, le fossé entre nos valeurs s'est creusé. Elle a adopté l'attitude de se sentir tout permis que mes parents encourageaient, tandis que je m'y opposais. Nos conversations sont devenues superficielles, limitées aux réunions de famille et à des messages textes occasionnels sur la logistique familiale. La dernière fois que je suis rentré à la maison, il y a 3 mois, j'ai remarqué à quel point Amanda traitait maintenant le personnel de maison avec un mépris désinvolte, reconnaissant à peine leur présence lorsqu'ils servaient les repas ou nettoyaient après elle. Quand j'ai suggéré qu'elle remercie notre femme de ménage de longue date Maria d'avoir préparé un dessert spécial qu'elle aimait, Amanda m'a regardé comme si j'avais suggéré qu'elle remercie le lave-vaisselle d'avoir lavé la vaisselle. C'est littéralement son travail, Cliff, a-t-elle dit avec une exaspération adolescente. Remercies-tu ton ordinateur chaque fois qu'il démarre ? Ce moment a cristallisé mon inquiétude quant à la façon dont ma sœur était élevée. Ce n'était pas entièrement de sa faute. Mes parents avaient créé un environnement où tout venait facilement et rien ne nécessitait d'effort ou de gratitude. Je m'inquiétais de la façon dont elle fonctionnerait dans le monde réel lorsqu'elle rencontrerait inévitablement des situations où son nom de famille et sa richesse ne pourraient pas immédiatement résoudre ses problèmes. Je ne savais pas qu'un simple message texte allait bientôt faire remonter toutes ces tensions latentes à la surface, m'obligeant à prendre position au risque de menacer ma place même dans la famille. C'était un jeudi soir d'avril. Et je travaillais tard sur une mise à jour logicielle critique pour l'un de nos plus grands clients. Le printemps à Boston était enfin arrivé, apportant avec lui l'énergie familière d'une ville sortant de l'hiver. Les fenêtres de mon appartement étaient ouvertes pour la première fois depuis des mois, laissant entrer une douce brise portant les sons de la ville. Mon téléphone a vibré avec un message texte, me distrayant brièvement des lignes de code sur mon écran. Je m'attendais à ce que ce soit de l'un de mes collègues travaillant également tard ou peut-être de mon ami James me demandant nos projets de randonnée du week-end. Au lieu de cela, j'ai vu un message d'Amanda, ce qui était inhabituel un soir de semaine. Et, frérot, besoin de 3000 $ pour le bal de promo. Je t'envoie mon Venmo. J'ai fixé l'écran un instant, me demandant si elle plaisantait. Une seconde plus tard, la notification Venmo est apparue. Elle ne plaisantait pas. 3000 $ pour le bal de promo. Pas d'explication, pas de s'il te plaît, pas même un point d'interrogation pour indiquer qu'elle faisait une demande plutôt qu'une exigence, juste une déclaration de besoin suivie d'une attente de conformité. Mon esprit est revenu à mon propre bal de promo 12 ans plus tôt. J'avais fait des heures supplémentaires à la librairie pour me permettre de louer un smoking simple, partagé avec des amis. L'ensemble de l'expérience m'avait coûté moins de 400 $, et je me souvenais d'être fier d'avoir tout payé avec mes propres revenus. Qu'est-ce qui pourrait coûter 3000 $ pour une danse de lycée? J'ai fait un rapide calcul mental, même la robe de créateur la plus extravagante pourrait coûter 1000 $. Ajoutez-y une coiffure et un maquillage professionnel, des chaussures et des accessoires, et vous pourriez atteindre 1500 $. Même avec une limousine privée et un dîner coûteux, le total devrait être bien inférieur à 3000 $. Quelque chose ne collait pas. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé une réponse mesurée. Amanda, c'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi exactement? Sa réponse est venue presque instantanément. La robe coûte 1200 $.
Les chaussures $400. Coiffure et maquillage $350. Limousine $500. Dîner au Liel $300. De plus, j'ai besoin de louer des bijoux et d'avoir un peu d'argent supplémentaire pour la soirée post-bal. J'ai lu sa liste détaillée avec une incrédulité croissante. L'Uciel était l'un des restaurants les plus chers de Chicago, le genre d'endroit où les magnats des affaires concluaient des contrats de plusieurs millions de dollars autour de steaks à $80. Et une soirée post-bal était suspectement vague. Maman et papa ne peuvent-ils pas aider avec ça, ai-je demandé. Bien que je connaisse déjà la réponse. Ils paient déjà la moitié, a-t-elle répondu. Je dois couvrir le reste. Ils ont dit que je devrais te demander puisque tu as un vrai travail maintenant. Ça m'a blessé. Mes parents savaient très bien que j'avais travaillé dur pour mon indépendance financière. Qu'ils me suggèrent de simplement donner des milliers de dollars à ma sœur pour un événement d'une nuit au lycée me semblait une tentative délibérée de saper les valeurs que j'essayais d'établir. Amanda, ai-je tapé avec prudence. Quand j'avais ton âge, je travaillais à la librairie pour payer mes propres dépenses de bal de promo. Ça a rendu la nuit plus significative de savoir que je l'avais gagnée. 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus avant que sa réponse n'arrive. Oh mon Dieu, Cliff. Personne ne se soucie de ton histoire de bootstrap. C'est différent. C'est le bal de promo de fin d'année et tout le monde dans mon groupe d'amis se donne à fond. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Il ne s'agissait pas de l'argent en soi. Je pouvais me permettre $3000. Il s'agissait du principe, des leçons enseignées et apprises. Ma sœur était sur le point d'entrer dans l'âge adulte sans aucune notion de responsabilité financière ni de la relation entre l'effort et la récompense. Et si je t'aidais à trouver un emploi à temps partiel, ai-je suggéré. Tu pourrais gagner l'argent toi-même en quelques semaines. Je serais heureux de t'aider avec ton CV. Sa réponse fut immédiate et cinglante. Tu es sérieux là? Le bal est dans 3 semaines. Je n'ai pas le temps pour un job au salaire minimum. Envoie juste l'argent. La conversation se détériorait rapidement. J'ai décidé d'être direct. Amanda, je pense que $3000 est excessif pour le bal et je ne me sens pas à l'aise de simplement envoyer ce genre d'argent sans aucun effort de ta part. Waouh, a-t-elle répondu. Je pensais que tu étais le mec cool de la famille. On dirait que tu es juste radin. Bref. Je me suis penché en arrière de mon ordinateur. Le code sur mon écran était maintenant complètement oublié. Cette interaction résumait tout ce qui m'inquiétait quant au développement de ma sœur. Dans son monde, l'argent apparaissait comme par magie sur demande, et toute résistance était accueillie par des insultes et de la manipulation émotionnelle. Après plusieurs minutes de débat interne, j'ai pris ma décision et envoyé un dernier message. Gagne-le toi-même. Cela aurait plus de sens ainsi. Le silence. Pas de réponse, pas d'émoji en colère, rien. Juste un silence numérique qui semblait en quelque sorte plus fort que n'importe quelle dispute. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai essayé de me reconcentrer sur mon travail, bien que ma concentration ait été brisée. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir refusé sa demande, me demandant si j'étais inutilement rigide. La plus grande partie, cependant, était certaine d'avoir pris la bonne décision. Quelqu'un devait initier ma sœur au concept que l'argent et les choses qu'il achète ont plus de valeur lorsqu'ils sont gagnés. Après une heure de codage distrait, j'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Toujours pas de réponse d'Amanda. J'ai supposé qu'elle s'était tournée vers d'autres sources de fonds potentiels, peut-être des amis ou des membres de notre famille élargie qui pourraient être plus sensibles à ces demandes. J'ai ressenti une brève vague de soulagement en pensant que l'affaire était classée, du moins en ce qui me concernait. Je ne savais pas que ma simple réponse de 3 mots, « Gagne-le toi-même », avait allumé une mèche qui était sur le point d'exploser avec des répercussions à l'échelle de toute la famille. Environ 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Le visage de ma mère est apparu à l'écran, et immédiatement mon estomac s'est noué. Les appels de ma mère en semaine étaient rares à moins que quelque chose n'aille pas. Compte tenu du moment, je n'avais aucun doute sur le sujet. « Allô, maman ?» ai-je répondu, gardant un ton neutre. « Clifford, comment ça t'est-elle ?» Sa voix portant ce mélange particulier de déception et de colère contenue que je connaissais depuis l'enfance. « Je n'arrive pas à croire à quel point tu as cruellement traité ta sœur. » J'ai pris une profonde inspiration. Je suppose qu'Amanda t'a parlé de sa demande d'argent pour le bal.
$3000 n'est rien pour toi, continua-t-elle comme si je n'avais pas parlé. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres dans cette entreprise technologique, et tu as toujours ton fonds fiduciaire intact. Pourquoi refuserais-tu d'aider ta propre sœur avec quelque chose d'aussi important pour elle? Maman, il ne s'agit pas de savoir si je peux me le permettre, j'ai essayé d'expliquer. Il s'agit de, ton père veut te parler, elle m'a interrompu, et j'ai entendu le bruit du téléphone qui passait. C'était inhabituel. Généralement, je traitais des questions familiales avec ma mère. Mon père avait tendance à se tenir à l'écart des problèmes émotionnels, à moins qu'il ne recoupe les affaires ou les finances. Qu'il s'implique signalait que cela avait été élevé au rang de grave affaire familiale. Clifford, la voix grave de mon père résonna à travers le téléphone. Le bruit de fond suggérait que j'étais sur haut-parleur avec les 2 parents qui écoutaient. Ton comportement est décevant. La famille soutient la famille. C'est le fondement sur lequel tout le reste est construit. Papa, je suis d'accord sur l'importance de la famille, ai-je dit, essayant de rester calme, mais je ne pense pas que donner $3000 à Amanda pour une expérience de bal excessive soit réellement la soutenir. C'est un comportement de facilitation qui, ne nous faites pas la morale sur la parentalité, ma mère m'a coupé. Amanda est dévastée. Elle est dans sa chambre en train de pleurer parce que son propre frère pense qu'elle ne mérite pas une soirée de bal spéciale. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, j'ai protesté. J'ai suggéré qu'elle pouvait gagner l'argent elle-même, ce qui rendrait l'expérience plus significative. J'ai même proposé de l'aider à trouver un emploi à temps partiel. C'est une étudiante à temps plein avec des activités parascolaires, mon père a rétorqué. Elle n'a pas le temps pour un travail au salaire minimum juste parce que tu as développé ces idées étranges sur l'argent. J'ai fermé les yeux, sentant une frustration familière monter en moi. Nous avions eu des variantes de cette conversation pendant des années, et il ne semblait jamais entendre ce que je disais réellement. Il ne s'agit pas d'idées étranges, ai-je dit fermement. Il s'agit de valeurs. Travailler pour quelque chose lui donne de la valeur. Amanda a besoin d'apprendre que l'argent représente du temps et des efforts, pas seulement des chiffres dans un compte. Ta sœur n'a pas besoin de leçons d'éducation financière de ta part, ma mère a claqué. Elle a besoin de ton soutien. $3000 ne représentent rien dans ta situation financière. Il ne s'agit pas du montant, ai-je insisté. Il s'agit du principe. Et franchement, je suis inquiet de ce qu'Amanda prévoit qui coûte si cher. T'a-t-elle détaillé les dépenses? Il y eut un bref silence qui me fit comprendre qu'il n'avait pas réellement demandé de détails. Nous faisons confiance à Amanda pour prendre des décisions appropriées, mon père finit par dire, évitant la question. Elle a toujours été responsable. J'ai failli rire de cette caractérisation, mais j'ai réussi à me retenir. A-t-elle mentionné ce qu'est la soirée post-bal ou pour laquelle elle a besoin d'argent supplémentaire? Les jeunes méritent de célébrer les étapes importantes, ma mère a dit défensivement. Le bal de promo est une expérience unique dans une vie. La conversation a continué dans ce schéma circulaire pendant plusieurs minutes. Chaque fois que j'essayais d'expliquer ma perspective sur l'enseignement de la responsabilité financière à Amanda et la valeur de gagner des récompenses. Ils ont éludé avec des appels émotionnels ou des rejets de mes préoccupations comme étant non pertinentes ou mal avisées. Finalement, la voix de ma mère a pris un ton que je n'avais jamais entendu auparavant dirigé contre moi. Froid et comme un ultimatum. La famille, c'est se soutenir mutuellement, Clifford. Si tu ne peux pas faire ça, peut-être que tu ne fais pas partie de cette famille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Ma propre mère venait-elle de suggérer que je ne faisais pas partie de la famille pour $3000 pour un bal de promo? Avant que je ne puisse répondre. Mon père a ajouté, ta mère a raison. La famille Anderson prend soin des siens. Si tu es trop égoïste pour comprendre cela, tu devrais peut-être reconsidérer ta position dans cette famille. L'appel s'est terminé peu après, sans résolution ni réconciliation. Je suis resté assis dans mon appartement, le code partiellement complété toujours lumineux sur mon écran, ayant l'impression d'être entré dans une réalité alternative où le refus de financer une fête extravagante d'adolescente était un motif d'excommunication familiale. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un message texte. C'était de mon père, envoyé à Amanda et à moi. Clifford, après discussion avec ta mère, nous te donnons jusqu'à minuit pour transférer les $3000 demandés à ta sœur. Le non-respect de cette consigne sera considéré comme ta décision de te retirer de cette famille et de toutes les responsabilités et avantages que cela implique. Ce n'est pas une discussion.
J'ai fixé le message avec incrédulité. Étais-je en train d'être renié pour de l'argent de balles de promo? La menace était aussi absurde que douloureuse. Que signifiait réellement te retirer de cette famille en termes pratiques? Arrêterait-il de me parler? Me retirerait-il du testament? Annulerait-il les invitations aux fêtes? Plus important encore, qu'est-ce que céder à cette demande enseignerait à Amanda? Que la manipulation émotionnelle et l'intervention parentale étaient des outils efficaces pour obtenir ce qu'elle voulait, que l'argent pouvait et devait être exigé plutôt que gagné. J'ai posé mon téléphone sans répondre. Cette situation nécessitait une réflexion approfondie, pas une réaction émotionnelle. Quelle que soit ma décision, elle créerait probablement un précédent pour les futures interactions familiales. Si je cédais maintenant, où serait la limite la prochaine fois? Mon travail oublié, je faisais les 100 pas dans mon appartement, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Ma famille tenait essentiellement notre relation en otage à cause de mon refus de financer les plans extravagants du bal de promo de ma sœur. La situation semblait à la fois triviale et monumentale. 3000 $ ne valaient objectivement pas l'éloignement familial, mais le principe en jeu me semblait trop important pour être abandonné. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis retrouvé incapable de me concentrer sur quoi que ce soit de productif. J'ai commandé des plats à emporter que j'ai à peine touchés. J'ai essayé de me distraire avec la télévision que je ne regardais pas et j'ai vérifié mon téléphone périodiquement, bien qu'aucun nouveau message ne soit arrivé. À 23 h, une heure avant l'échéance arbitraire de mon père, je n'avais toujours pas décidé comment réagir. Une partie de moi voulait transférer l'argent juste pour mettre fin au conflit. Mais une partie plus forte résistait à capituler face à ce qui ressemblait à du chantage émotionnel. Si je cédais maintenant, quelle serait la prochaine exigence? Et quelle leçon Amanda apprendrait-elle sur la façon de traiter les gens et de gérer l'argent? Je suis finalement allé me coucher sans envoyer de réponse ni d'argent, bien que le sommeil m'ait fui alors que je regardais le plafond, rejouant les conversations et me demandant comment un simple gagne-le-toi-même avait pu dégénérer en menace d'excommunication familiale. L'aube a percé à travers les stores de ma chambre après une nuit presque blanche. Tandis que la lumière du matin remplissait progressivement ma pièce, une clarté a commencé à émerger du brouillard émotionnel de la soirée précédente. Ce conflit ne concernait pas vraiment 3000 $ pour le bal de promo. Il s'agissait d'un schéma de dynamique familiale qui se construisait depuis des années, peut-être des décennies. Je me suis redressé dans mon lit et j'ai tendu la main vers mon téléphone, m'attendant à moitié à trouver des messages déclarant mon exclusion officielle de la famille. Au lieu de cela, il n'y avait rien. Pas de SMS, pas d'appel manqué, pas de mail. La date limite était passée sans reconnaissance. Le silence m'a donné de l'espace pour penser plus clairement. Au lieu de réagir émotionnellement, j'ai décidé d'aborder cette situation de manière analytique, comme je le ferais pour un problème de codage complexe. Premièrement, j'avais besoin de plus d'informations. Mon jeune cousin Brian avait toujours été franc avec moi. À 22 ans, il était plus proche de l'âge d'Amanda et connaissait souvent la version non censurée des événements familiaux. Je l'ai appelé, espérant qu'il pourrait m'éclairer. Et, Cliff, a-t-il répondu joyeusement. Quoi de neuf? Il est tôt. Désolé pour l'heure, je me suis excusé. Question rapide. Amanda t'a-t-elle parlé de ses projets pour le bal de promo? Brian est resté silencieux un instant avant de répondre prudemment. Pourquoi tu demandes? J'essaie d'avoir une vue d'ensemble, j'ai expliqué. Elle m'a demandé 3000 $ et j'essaie de comprendre ce qu'elle prépare réellement, Brian. Écoute, je n'essaie pas de créer de drame, mais puisque tu demandes, elle et ses amis ont loué une suite à l'hôtel Lakeshore pour l'après-bal. Ils prévoient une très grosse fête avec de l'alcool et tout. Les 3000 $ incluent sa part de la suite et l'alcool qu'ils achètent par l'intermédiaire d'un étudiant. Mes soupçons confirmés. J'ai remercié Brian pour son honnêteté et j'ai mis fin à l'appel. Cela expliquait la ligne floue aux soirées post-bal et le budget gonflé. Amanda ne finançait pas seulement une robe et une limousine. Elle finançait une fête illégale avec de l'alcool pour mineurs. Cette nouvelle information a considérablement changé l'équation. Non seulement on me demandait de financer quelque chose d'excessif, mais j'étais aussi manipulé pour soutenir quelque chose de potentiellement dangereux et de définitivement illégal. Avec une détermination renouvelée, j'ai décidé de creuser plus profondément. Si Amanda m'avait demandé de l'argent, qui d'autre avait-elle approché? J'ai appelé ma tante Samantha, qui avait toujours été perspicace en matière de dynamique familiale.
Cliff, quel plaisir d'avoir de vos nouvelles, a-t-elle répondu chaleureusement. Qu'est-ce qui vous amène à appeler un vendredi matin? Après quelques amabilités, j'ai abordé le sujet avec prudence. Tante Sam, Amanda vous a-t-elle contacté récemment au sujet du financement du bal de promo? Oh. Son ton a légèrement changé. Oui. Elle m'a demandé 500 $ la semaine dernière pour les dépenses du bal de promo. Je les lui ai envoyés, bien que cela m'ait semblé beaucoup. A-t-elle mentionné à quoi servait spécifiquement l'argent? Juste les dépenses générales du bal. Pourquoi, y a-t-il un problème? J'ai brièvement expliqué la situation, y compris ce que j'avais appris de Brian sur la suite d'hôtel et l'alcool. Je vois, a dit tante Samantha lentement. Vous savez, maintenant que vous en parlez, ce n'est pas la première fois qu'Amanda approche des membres de la famille pour des sommes d'argent substantielles. À Noël dernier, elle a demandé 800 $ à votre oncle Greg pour un voyage scolaire que vos parents ont ensuite mentionné avoir déjà payé. Cette révélation m'a entraîné dans une spirale d'investigation. Au cours des heures suivantes, j'ai parlé à plusieurs membres de ma famille, chacun avec des histoires similaires. Amanda avait développé un schéma où elle approchait différents proches avec diverses histoires sur ses besoins d'argent, souvent pour des dépenses en doublon ou des coûts exagérés. Le plus inquiétant était la découverte que mes parents étaient presque certainement au courant de ce comportement. Dans plusieurs cas, des proches leur avaient directement mentionné les demandes d'Amanda, pourtant ils n'avaient pris aucune mesure pour y remédier. À la mi-journée, j'avais compilé un tableau troublant. Ma sœur manipulait systématiquement les membres de ma famille pour obtenir de l'argent. Mes parents encourageaient ce comportement, et maintenant ils menaçaient de me couper les vivres parce que je refusais de participer à ce qui s'apparentait à une tromperie familiale. J'ai fait une pause dans mon enquête pour faire des recherches sur les dynamiques familiales saines et la fixation de limites. Article après article confirmait ce que j'avais intuitivement ressenti. Encourager un comportement de privilégié chez les jeunes adultes ne leur rend aucun service, et les familles qui utilisent l'argent ou la manipulation émotionnelle comme mécanisme de contrôle créent des dommages psychologiques durables. Vers 14 heures, j'ai appelé mon ami Thomas, qui avait traversé une situation d'éloignement familial similaire des années auparavant à cause du comportement contrôlant de ses parents. Le plus difficile, Thomas m'a dit après que je lui ai expliqué ma situation, c'est de reconnaître que parfois, le plus sain pour tout le monde est d'établir des limites fermes, même si cela cause une douleur à court terme. Ta sœur n'apprend pas la responsabilité, et tes parents ne l'aident pas en la protégeant des conséquences. Ces mots ont résonné profondément. Il ne s'agissait pas seulement de tenir bon sur mes principes. Il s'agissait de potentiellement être le seul membre de la famille prêt à montrer à Amanda que les actions ont des conséquences et que la manipulation n'est pas une stratégie de vie durable. Tard dans l'après-midi, alors que j'organisais mes pensées, je suis tombé sur un vieil album photo de ma remise de diplôme universitaire. Il y avait une photo de nous quatre, maman, papa, Amanda, alors âgée de 13 ans, et moi, souriant sincèrement à la caméra. Je me souvenais clairement de ce jour. Malgré nos différences, il y avait eu une vraie fierté et de l'amour dans les yeux de mes parents lorsque j'ai accepté mon diplôme, le premier pas vers ma vie indépendante. Qu'est-ce qui avait changé depuis? Quand l'argent et le contrôle étaient-ils devenus plus importants que de soutenir la croissance authentique de chacun? La photo m'a fait monter les larmes aux yeux. Mais elle a aussi renforcé ma détermination. Si j'aimais vraiment ma famille, la meilleure chose que je pouvais faire était de tenir bon contre des schémas qui étaient finalement nuisibles à toutes les personnes impliquées, surtout Amanda. Le soir venu, mon enquête terminée et ma conviction solide. Je me suis préparé à répondre à l'ultimatum de ma famille. Mais d'abord, j'essaierai une dernière fois de joindre Amanda directement, espérant qu'elle serait réceptive à une perspective différente de celle que nos parents avaient renforcée. Alors que la soirée approchait, j'ai rédigé un message texte soigneux à Amanda. J'ai réfléchi à ta demande. Pouvons-nous en parler? Appelle-moi quand tu auras quelques minutes. Je l'ai laissé ouvert, espérant entamer un dialogue plutôt que de continuer l'impasse. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Le nom d'Amanda s'est affiché à l'écran. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Alors, tu as décidé de payer, demanda-t-elle immédiatement, sans aucun salut. Je voulais d'abord en parler, ai-je répondu, gardant un ton neutre. 3000 $ est beaucoup d'argent pour le bal de promo. J'ai entendu dire que tu prévois une soirée post-bal à l'hôtel Lakeshore. Il y eut une pause. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas important. Ce qui est important,
c'est que tu n'as pas été honnête sur l'utilisation de l'argent. Ça ne te regarde pas ce que je fais après le bal, a-t-elle dit défensivement. Tu envoies l'argent ou pas? Amanda, ai-je dit soigneusement. Je tiens à toi. C'est pourquoi je suis inquiet de ce plan. L'alcool lors d'une fête à l'hôtel avec des mineurs n'est pas seulement dangereux. C'est illégal. Oh mon Dieu, a-t-elle gémi. Tu as l'air tellement vieux en ce moment. Tout le monde fait ça pour le bal de promo. C'est normal. Ce n'est pas parce que d'autres le font que c'est une bonne idée, ai-je rétorqué. D'ailleurs, 3 000 $ est excessif, quelle qu'en soit la raison. Quand j'avais ton âge, on y va, a-t-elle interrompu. Quand tu avais mon âge, tu marchais en montée dans la neige, n'est-ce pas? Les temps sont différents maintenant, Cliff. Personne ne se soucie de ton ancienne expérience du bal de promo. J'ai ravalé ma frustration. Amanda, écoute. Je veux que tu aies un super bal de promo, mais je crois que tu l'apprécierais davantage si tu gagnais au moins une partie de l'argent toi-même. Et si on faisait un compromis? Tu en gagnes la moitié, et je te donne l'équivalent de ce que tu gagnes. Je n'ai pas le temps pour ça, a-t-elle s'exclamé. Le bal est dans 3 semaines, et pourquoi devrais-je travailler alors que maman et papa sont prêts à me donner l'argent? Parce qu'apprendre à gagner les choses par soi-même est une compétence de vie importante, ai-je expliqué. L'argent représente du temps et des efforts. Comprendre cette relation est précieux. Garde tes leçons de vie, a-t-elle claqué. Si tu n'envoies pas l'argent, maman et papa vont juste te couper les vivres. C'est ce que tu veux? Ne plus faire partie de la famille juste parce que tu es têtu pour 3 000 $. Sa menace a révélé comment elle considérait la situation comme une simple transaction où l'appartenance familiale pouvait être révoquée pour non-conformité financière. C'était troublant d'entendre ma sœur de 18 ans instrumentaliser les relations familiales de cette manière. Amanda, ai-je demandé doucement, penses-tu vraiment que la famille devrait fonctionner ainsi? Que les gens peuvent être coupés s'ils ne paient pas ce que les autres exigent? C'est comme ça que ça a toujours fonctionné dans notre famille, a-t-elle répondu d'un ton neutre. Papa fait ça au travail tout le temps. Si les gens ne font pas ce qu'il veut, il les licencie. La famille, c'est pareil. Sa réponse franche m'a stupéfié. C'était la vision du monde qu'elle avait développée sous la direction de nos parents, les relations comme des arrangements transactionnels où l'argent et la conformité déterminaient la valeur. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les familles saines, lui ai-je dit. La vraie famille soutient la croissance de chacun, pas seulement leurs désirs. Peu importe, a-t-elle dit d'un air dédaigneux. Tu envoies l'argent ou pas? Parce que si tu ne le fais pas, j'ai besoin de le savoir pour pouvoir le dire à maman et papa. Il était clair que cette conversation n'allait pas briser sa perspective bien ancrée. Je prendrai contact directement avec maman et papa, ai-je dit. Prends soin de toi, Amanda. Après avoir raccroché, j'ai rédigé un email soigné à mes parents avec pour objet concernant les dépenses du bal de promo d'Amanda. J'y ai détaillé ce que j'avais appris sur la suite d'hôtel et les projets liés à l'alcool, j'ai inclus des captures d'écran de conversation avec des proches, confirmant le schéma de manipulation financière d'Amanda, et j'ai exprimé mon inquiétude quant aux valeurs qui lui étaient inculquées. J'ai conclu, je ne peux en bonne conscience financer des activités potentiellement dangereuses, assurément illégales, et qui renforcent des schémas de privilèges. Je suis heureux de discuter d'alternatives constructives qui permettraient à Amanda d'avoir une merveilleuse expérience du bal de promo tout en apprenant de précieuses leçons de vie. J'ai appuyé sur envoyer, m'attendant à ce qu'il leur faille un certain temps pour digérer l'information et répondre de manière réfléchie. Au lieu de cela, leur réponse est arrivée seulement 15 minutes plus tard. Clifford, quoi qu'Amanda prévoit de faire avec l'argent, le problème ici est ton refus de soutenir la famille. Elle est juste une adolescente. Nous avons tous fait des choses similaires à son âge. Ton attitude critique est le vrai problème. Notre attente reste inchangée. Transfère les fonds avant 20 h aujourd'hui ou considère-toi séparé de cette famille. Leur réponse dédaigneuse aux preuves documentées d'un comportement inquiétant était peut-être le développement le plus troublant jusqu'à présent. Ils n'étaient pas seulement en train d'encourager Amanda. Ils défendaient activement un comportement qui pourrait avoir de graves conséquences. À 18h30, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Je pensais avoir été clair dans l'email, a-t-il commencé sans préambule, sa voix prenant le même ton que celui qu'il utilisait pour négocier des affaires difficiles. Ce n'est pas un débat, papa. As-tu même lu ce que j'ai envoyé, ai-je demandé.
Amanda prévoit une fête illégale avec de l'alcool. Plusieurs proches ont confirmé qu'elle les manipulait pour de l'argent. C'est un problème grave que, tu as jusqu'à 20 heures, il a interrompu froidement. Tu est complètement coupé. Cela signifie plus de réunions de famille, plus d'héritage, plus de fonds fiduciaires, rien. Est-ce vraiment la colline sur laquelle tu veux mourir? Avant que je ne puisse répondre, la voix de ma mère est apparue au téléphone. Clifford, après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle dit, sa voix épaisse d'émotion. Nous t'avons toujours soutenu, même quand tu as insisté pour prendre ce poste à Boston au lieu de venir dans l'entreprise familiale. Comment peux-tu être si cruel envers ta sœur pour une si petite somme d'argent? Leur incapacité à voir au-delà de la transaction immédiate pour comprendre les principes plus larges en jeu a fait tilt dans mon esprit. L'argent n'était pas seulement quelque chose que ma famille possédait. C'était quelque chose qu'ils utilisaient comme un outil de contrôle. Et pendant des années, j'avais été le seul à essayer de fonctionner en dehors de ce système. Je dois y aller, ai-je dit doucement. Je te contacterai avant 20 heures. En raccrochant, un calme étrange m'a envahi. La décision qui avait semblé si angoissante la nuit précédente me semblait maintenant claire et nécessaire. Il ne s'agissait pas seulement de $3000 pour le bal de promo. Il s'agissait de briser un schéma dysfonctionnel qui avait défini notre famille pendant des générations. Je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai commencé à préparer plusieurs emails que j'avais envisagés tout au long de la journée. Pendant que je travaillais, une phrase ne cessait de se répéter dans mon esprit. Je dois annuler plus que les simples plans de bal de promo d'Amanda. À 19h45, 15 minutes avant la date limite de mon père, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur envoyer pour le premier de plusieurs emails. Annuler, annuler, annuler tout, me suis-je murmuré tandis que message après message partait dans l'éther numérique. Chacun coupant un fil différent du réseau financier qui m'avait à la fois privilégié et contraint pendant toute ma vie. Le premier email est allé à Jeffrey Goldman, l'avocat de longue date de la famille qui gérait les diverses fiducies et entités juridiques qui structuraient la richesse de la famille Anderson. L'objet était simple, demande formelle de retrait de la fiducie familiale. Cher Jeffrey, j'ai écrit, après mûre réflexion, je demande formellement mon retrait complet de la fiducie familiale Anderson et de toute autre entité financière familiale dans laquelle je suis actuellement inclus. Je comprends que cela éliminera toutes les réclamations actuelles ou futures sur les actifs familiaux ou l'héritage. Veuillez préparer les documents nécessaires à ma signature dès que possible. Cette décision est finale et prise en pleine connaissance de ses implications. Le deuxième email est allé au comptable de la famille, l'instruisant de me retirer en tant qu'utilisateur autorisé sur tous les comptes de crédit familiaux. Bien que je n'ai pas utilisé ces comptes depuis des années, j'étais toujours techniquement répertorié sur plusieurs cartes de crédit à limite élevée et comptes d'investissement que mes parents avaient établis pour les urgences. Le troisième email était destiné à l'administrateur des emails de l'entreprise familiale, demandant ma suppression de toutes les listes de diffusion de l'entreprise, des disques partagés et des plateformes de communication. Bien que je n'ai jamais travaillé directement pour Anderson Furniture, j'avais toujours été inclus dans les communications commerciales familiales pour me tenir informé. Le quatrième email était le plus difficile. Adressé à ma famille élargie, tante, oncle, cousin, il expliquait ma décision d'établir mon indépendance financière vis-à-vis de ma famille immédiate et les raisons qui la sous-tendaient. J'ai pris soin de ne pas diaboliser mes parents ou Amanda, me concentrant plutôt sur nos valeurs fondamentalement différentes concernant l'argent et la responsabilité. J'ai terminé en les assurant que ma décision de me séparer financièrement ne reflétait aucun désir de perdre mes relations avec eux. Enfin, j'ai rédigé un message texte pour mes parents. J'ai initié une séparation financière complète de la famille. Mon avocat prendra contact concernant le retrait formel de la fiducie. Je choisis le respect de soi plutôt que la manipulation. J'espère qu'un jour nous pourrons reconstruire notre relation sur des bases plus saines. Je vous aime tous. À 19h59, une minute avant l'échéance de mon père, j'ai appuyé sur envoyer pour le message texte, puis j'ai activé une réponse automatique par email aux adresses de mes parents. Je prends du temps pour réévaluer notre relation familiale. Je ne serai pas disponible par email dans un avenir prévisible. La dernière étape fut peut-être la plus symbolique. J'ai bloqué les numéros de téléphone de mes parents, non pas de manière permanente, mais comme mesure de fixation de limites pour me donner de l'espace par rapport au tumulte émotionnel qui allait probablement suivre. En accomplissant ces actions, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Il y avait une profonde tristesse face à la rupture des liens familiaux,
de l'anxiété quant à l'avenir incertain de ses relations, mais aussi un sentiment inattendu de libération. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais complètement coupé les fils d'or qui m'avaient à la fois soutenu et empêtré. Je me suis versé un verre de whisky et je me suis tenu près de la fenêtre de mon appartement, regardant l'horizon de Boston. Avais-je été trop loin? L'option nucléaire de la séparation financière complète était-elle une réaction excessive à ce qui avait commencé comme une simple demande d'argent pour le bal de promo? Non, ai-je décidé. Ce n'était pas une réaction impulsive, mais l'aboutissement d'années de dynamique familiale de plus en plus dysfonctionnelle. La demande d'argent pour le bal de promo n'était que le catalyseur qui m'avait finalement forcé à aborder les problèmes sous-jacents. Vers 21h30, mon téléphone a commencé à s'illuminer de messages de ma famille élargie. Ma cousine Jessica a appelé en premier. « Cliff, j'ai reçu ton email », a-t-elle dit quand j'ai répondu. « Ça va ? » Ça a l'air sérieux. Oui, j'ai confirmé. Mais je vais bien. C'était une étape nécessaire. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit avec prudence. Je pense que tu fais ce qu'il faut. La façon dont l'oncle Robert et la tante Diana utilisent l'argent a toujours été problématique, et Amanda est devenue de plus en plus exigeante en demandant de l'argent à tout le monde. Son soutien était inattendu et touchant. Merci, Jess. Ça compte beaucoup. Ensuite, un appel de mon oncle Patrick, le frère de ma mère, et le membre de la famille qui avait toujours eu les opinions les plus similaires aux miennes sur l'indépendance financière. Plutôt audacieux, neveu, dit-il sans préambule. Je ne peux pas dire que je sois entièrement surpris, cependant. Non, ai-je demandé. Robert et Diana utilisent l'argent pour contrôler le récit familial depuis des décennies, a-t-il expliqué. Quelqu'un allait forcément rompre les rangs. Je suis fier de toi d'avoir eu le courage de le faire. Ces conversations se sont poursuivies jusque tard dans la soirée. Bien que les réactions aient été mitigées, de nombreux membres de la famille ont exprimé leur compréhension et même leur respect pour ma décision, suggérant que les schémas dysfonctionnels que j'avais identifiés étaient également visibles pour les autres. À minuit, épuisé mais résolu, je suis finalement allé me coucher. Je n'avais aucune idée de la réaction de mes parents et de ma sœur à ma décision, et pour l'instant, cette incertitude était préférable à une autre série de manipulations émotionnelles. Alors que je m'endormais, je me demandais ce que le matin apporterait. Avais-je définitivement endommagé mes relations familiales ou créé une opportunité pour qu'elles évoluent vers quelque chose de plus sain? Seul le temps le dirait. Je me suis réveillé à 7 heures le lendemain matin, plus tôt que d'habitude pour un samedi. Les événements de la veille sont immédiatement revenus. J'ai vérifié mon téléphone avec appréhension, m'attendant à moitié à une série de messages en colère qui auraient contourné mes blocages via les téléphones d'autres membres de ma famille ou des adresses e-mail alternatives. À ma grande surprise, il n'y avait rien de ma famille immédiate. Le silence était à la fois un soulagement et étrangement troublant. Après des années de contact constant et le drame intense de la veille, le calme semblait presque contre nature. J'ai fait du café et j'ai essayé de suivre une routine normale du samedi matin, bien que mes pensées ne cessent de revenir à ma famille. Que faisait-il? Était-il en colère, triste, ou peut-être même soulagé? M'avait-il simplement radié comme demandé, ou préparait-il une nouvelle approche pour reprendre le contrôle? À 8h30, je faisais les 100 pas dans mon appartement, à la fois redoutant et espérant une sorte de contact qui indiquerait où en étaient les choses. Puis, à 8h30 précisément, mon téléphone a vibré avec un message texte. Le message venait d'Amanda. Malgré tout, voir son nom sur mon écran m'a procuré une vague de soulagement. Quoi qu'il arrive avec nos parents, je ne voulais pas perdre complètement ma relation avec ma petite sœur. Cliff, j'ai vraiment tout gâché. On peut parler? Son message était étonnamment humble, dépourvu du ton autoritaire qui avait caractérisé nos récentes interactions. J'ai hésité un instant seulement avant de répondre, oui, bien sûr. En quelques secondes, mon téléphone a sonné. J'ai répondu pour entendre la voix d'Amanda, plus petite et plus vulnérable que je ne l'avais entendue depuis des années. Je suis tellement désolé, commença-t-elle, ses mots légèrement étouffés comme si elle avait pleuré. J'ai menti à propos de l'hôtel et de tout. Papa l'a découvert quand Monsieur Peterson l'a appelé. Monsieur Peterson, ai-je demandé, essayant de me rappeler le nom. Le père de Tyler Peterson, a-t-elle expliqué. Tyler est celui qui nous procurait l'alcool.
Son père a vu les virements Venmo, elle se racle la gorge et les messages sur le téléphone de Tyler et a appelé papa hier soir pour le prévenir de ce que nous préparions. Je me suis assis sur mon canapé, digérant ce développement. Comment papa a-t-il réagi? Lui et maman ont complètement pété les plombs, Amanda a dit, sa voix se brisant. Ils m'ont pris mon téléphone, mon ordinateur portable, mes clés de voiture. Je suis puni jusqu'à la remise des diplômes, peut-être plus longtemps. Le bal de promo est complètement annulé pour moi. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Pourquoi appelles-tu? Ai-je demandé doucement. Parce que tu avais raison, a-t-elle admis, surtout. L'argent, la manipulation, tout ça. Et je veux que tu saches que ce que maman et papa ont dit à propos de te couper de la famille, ce n'était pas mon idée. Je n'ai jamais voulu ça. Sa sincérité était palpable et étonnamment touchante. Je sais, Amanda. Je ne t'ai jamais blâmé pour cette partie. Il y a autre chose, a-t-elle continué. Papa veut te parler. Il est différent depuis hier soir. Après que Monsieur Peterson ait appelé. Ils ont examiné mon téléphone et ont vu tous les messages où je demandais de l'argent à différents proches. C'est comme s'ils avaient enfin vu ce qui se passait. C'était un tournant inattendu. Est-il là maintenant? Veut-il parler? Oui, a-t-elle dit. Mais il a dit, c'est toi qui décides. Il attendra que tu sois prêt. J'ai pris une grande inspiration. Passe-le. Il y eut un bruissement tandis que le téléphone changeait de main. Puis la voix de mon père se fit entendre, d'un ton inhabituellement modéré. Clifford, commença-t-il formellement, puis s'adoucit. Cliff, je te dois des excuses importantes. Je suis resté silencieux, l'attendant de continuer. Tu avais raison à propos des plans d'Amanda et du schéma de comportement que nous avons toléré. Monsieur Peterson m'a appelé hier soir au sujet de la situation de l'alcool et nous avons ensuite découvert l'étendue des activités financières d'Amanda avec divers membres de la famille. Je vois, ai-je dit d'un ton neutre. Je veux que tu saches que nous avons pris des mesures pour y remédier. Amanda fait face aux conséquences appropriées, y compris le fait de manquer complètement le bal de promo. Plus important encore, nous réévaluons la façon dont nous avons abordé la parentalité et l'argent. Ces paroles semblaient sincères. Mais après des années de manipulation, je suis resté prudent. C'est bon à entendre, papa. J'espère que cela mènera à des changements positifs. Concernant l'ultimatum, il a continué, sa voix devenant mal à l'aise. C'était complètement déplacé. La famille n'est pas conditionnelle, et elle n'est certainement pas déterminée par la conformité financière. J'ai eu tort de suggérer le contraire. Venant de mon père, qui admettait rarement avoir tort à propos de quoi que ce soit, c'était significatif. J'apprécie cela, ai-je dit prudemment. Ta mère voudrait te parler aussi. Quand tu seras prêt. Elle est bien, elle prend ça très mal. Découvrir le comportement d'Amanda a été une prise de conscience pour nous deux. Je l'appellerai plus tard aujourd'hui, ai-je promis. Après avoir mis fin à l'appel avec mon père, je suis resté silencieux pendant plusieurs minutes, essayant de digérer ce tournant inattendu des événements. La confrontation que j'avais redoutée s'était en quelque sorte transformée en le début d'une potentielle réconciliation. Plus tard ce matin-là, ma mère a appelé. Contrairement à l'approche mesurée de mon père, elle était ouvertement émotionnelle. Clifford, dit-elle à travers ses larmes. Je n'arrive pas à croire à quel point nous avons été aveugles. Non seulement au sujet du comportement d'Amanda, mais aussi de la façon dont nous avons utilisé l'argent dans la famille. Ton email à la famille élargie. Plusieurs d'entre nous ont appelé hier soir et ce matin. Ils avaient apparemment des inquiétudes depuis un certain temps sur la façon dont nous élevions Amanda. Je suis désolé que cela en soit arrivé là, maman, ai-je dit sincèrement. Ne t'excuse pas, a-t-elle insisté. Tu as essayé de nous le dire et nous n'avons pas écouté. Il n'aurait pas fallu que le père de Tyler appelle à propos d'une fête illégale à l'hôtel pour nous faire voir ce qui se passait. Notre conversation a duré près d'une heure, couvrant des années de malentendus et de perspectives différentes sur l'argent, le succès et la famille. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai eu l'impression que ma mère écoutait vraiment mes points de vue plutôt que de les rejeter comme étant mal avisés ou immatures. À la fin de notre discussion, nous avions convenu d'un appel vidéo familial le week-end suivant avec quelques règles de base sur lesquelles j'ai insisté. Pas d'ultimatum, pas de manipulation financière, et un engagement à une communication honnête, même si elle était inconfortable.
L'appel familial de ce dimanche fut maladroit mais productif. Amanda, réprimandée par la découverte de son comportement manipulateur par ses parents, parla peu mais écouta attentivement. Mon père, toujours mal à l'aise avec les conversations émotionnelles, fit néanmoins un effort pour s'engager sans se replier sur sa position autoritaire habituelle. Ma mère facilita la majeure partie de la discussion, faisant preuve d'une surprenante volonté de reconnaître les schémas problématiques qui s'étaient développés dans notre famille. Nous avons convenu de plusieurs changements concrets pour l'avenir. Premièrement, Amanda trouverait un emploi à temps partiel pour l'été avant l'université, étant entendu qu'elle serait responsable de ses dépenses personnelles pendant sa première année. Mes parents paieraient les frais de scolarité et le logement, mais elle devrait gérer ses dépenses quotidiennes. Deuxièmement, les discussions financières familiales seraient transparentes plutôt que manipulatrices, sans plus de menaces d'exclusion pour non-conformité aux attentes. Troisièmement, et peut-être le plus important, nous travaillerions à la reconstruction de la confiance par des actions plutôt que par des mots ou de l'argent. Cela signifiait une communication régulière sans arrière-pensée, le respect des différentes perspectives et un engagement à soutenir la croissance de chacun plutôt qu'à contrôler les choix de chacun. 6 mois plus tard, ces changements avaient commencé à prendre racine de manière significative. Amanda, maintenant dans son premier semestre à l'université Northwestern, avait conservé son emploi d'été à temps partiel pendant l'année universitaire. Elle m'appelait régulièrement pour des conseils sur la budgétisation et la gestion de ses dépenses, montrant une nouvelle appréciation de la responsabilité financière. Mes parents, bien que retombant occasionnellement dans leurs anciennes habitudes, avaient fait de véritables efforts pour transformer leur approche des relations familiales. Mon père avait même commencé à m'impliquer dans certaines décisions commerciales familiales en tant que consultant plutôt qu'une obligation, respectant mon choix de maintenir ma carrière distincte tout en valorisant mon apport. Ma mère et moi avions développé une relation plus authentique, parlant chaque semaine de sujets de fond plutôt que de nouvelles familiales superficielles ou de critiques voilées de mes choix de vie. Elle m'avait même rendu visite à Boston, logeant dans mon modeste appartement sans un seul commentaire sur l'amélioration d'un condo de luxe. Quant à ma relation avec la famille élargie, elle s'était en fait améliorée. De nombreux proches avaient exprimé leur respect pour ma prise de position contre les dynamiques malsaines qui les avaient également affectées, et nos interactions étaient devenues plus authentiques sans les courants sous-jacents d'obligations financières. Le retrait de fiducie que j'avais initié cette nuit dramatique n'a jamais été finalisé. Après plusieurs semaines de réflexion et d'observation des changements dans ma famille, j'ai contacté Jeffrey Goldman et j'ai mis le processus en suspens. Non pas parce que j'avais besoin du filet de sécurité de l'argent de la famille, mais parce que le geste n'était plus nécessaire comme mesure d'établissement de limites. Ma famille apprenait à respecter mes limites sans une application aussi drastique. En y repensant maintenant, je réalise que ce qui semblait être une crise de $3000 pour le bal de promo avait en fait été une opportunité de croissance nécessaire. En refusant de participer au schéma dysfonctionnel qui avait défini notre famille pendant des générations, j'avais involontairement créé un espace pour que quelque chose de plus sain émerge. L'expérience m'a appris que la vraie force familiale ne vient pas de la richesse ou du contrôle, mais du respect du cheminement individuel de chaque membre et d'une volonté de soutenir une croissance authentique, même lorsque ce processus est inconfortable ou difficile. Si j'avais simplement envoyé l'argent à Amanda ce jour-là, rien n'aurait changé. Les schémas auraient continué. Amanda aurait progressé sur une voie troublante, et nos relations familiales seraient restées superficielles et transactionnelles. Au lieu de cela, en prenant position pour des principes plutôt que pour la paix à tout prix, j'ai aidé à catalyser des changements qui ont finalement profité à toutes les personnes impliquées. Amanda a acquis de précieuses compétences de vie et une nouvelle perspective. Mes parents ont commencé à reconnaître les limites de leur approche de la parentalité et de la famille, et j'ai établi des limites plus saines tout en maintenant des liens significatifs. En fin de compte, le caractère s'est avéré plus précieux que la richesse et les principes plus importants que l'harmonie temporaire. Ce sont des leçons qui valent bien plus que $3000 pour le bal de promo, des leçons qui nous serviront à tous toute une vie. J'espère que cette histoire pourra aider certains d'entre vous qui rencontrent des défis similaires avec des membres de la famille qui se sentent tout permis ou des dynamiques malsaines. Avez-vous déjà dû prendre position contre un comportement manipulateur de la part de vos proches? Comment avez-vous géré la situation? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour entendre d'autres histoires sur la gestion de situations familiales complexes. Merci d'avoir écouté. Et rappelez-vous, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de rester ferme quand cela compte.